Mm. Philippe Albera, musicologue, a écrit un texte pour ton catalogue, édité par les Edizioni Suivi Salvoni. Et on trouve la phrase suivante. La musique de Stefano Gervasoni creuse un ciel imaginaire où elle rencontre des figures complices comme celles de Silesius, Hölderlin, Rilke, Beckett, Ungaretti et bien d'autres encore. Ces musiques, légères et graves, restent en suspension, la tête dans les étoiles. En regardant ton catalogue, on constate en effet que la musique vocale et par conséquent le travail avec le texte est très présent. D'où vient cet intérêt pour le texte et dans quel moment de ta carrière tu commences à t'intéresser à ces sujets? Oui, dès que je me suis mis à la composition, c'est-à-dire ma première œuvre était une œuvre vocale. Albera, qui est un ami, m'a connu lors de la préparation, de la création d'une pièce à Royaumont. Donc son ensemble, dont il était directeur artistique, Contre-champ, s'occupait de l'exécution des pièces des élèves de la section de composition de Brian Ferney et James Dillon à l'époque. Et donc c'est là qu'on s'est connus. Il était intéressé à ma musique grâce à la poésie, parce que lui il est très intéressé au rapport texte-musique et à l'idée qu'un compositeur n'est pas juste un bricoleur de sons, mais il a un rapport profond avec la culture, et donc le rapport avec la littérature est évident. Et puis la parole est une forme de musique, la voix est déjà un instrument, donc le rapport est évident. Donc cette pièce date de 93, c'était les Poesie francesi d'Ungaretti, poète italien, mais bien avant j'avais composé des pièces vocales, notamment les List B, mon cycle d'après Emily Dickinson, qui date de 90, et avant je m'étais occupé des poètes contemporains italiens. Donc entre 88 et 89, je fais la liste, parce que c'est des poètes qui ont, à l'époque certains étaient vivants, maintenant ils sont tous disparus. Fortini, Caproni, Luzzi, Sanguinetti, il y a peut-être un cinquième, et Sereni. Sereni, il était le seul qui était mort quand je mettais en musique ces textes. Mais avant ça, il y a eu encore deux pièces importantes. Une que j'ai éditée plus tard, en 2005, et encore une fois à la suggestion de Philippe Albera, c'est Die Aussicht. Tu avais donné une petite liste de poètes disparus. Hölderlin, tu avais cité, donc Die Aussicht, c'est d'après Hölderlin qui signait Scardanelli. Et c'est donc, je considère cette pièce mon opus 0, parce que je l'ai intégrée à mon catalogue plus tard, mais c'est tout à fait une pièce valable. Avant ça, une pièce que je composais, et j'étais encore au conservatoire à l'époque de Scardanelli, à l'époque de la pièce composée d'après Scardanelli. Je venais de rentrer au conservatoire et je composais une pièce d'après Pablo Neruda, poète chilien que tu connais. Et là, on était dans les années 92 ou 13. Donc ça, c'est mon opus -1, parce qu'elle n'est pas encore éditée. Je vais peut-être
l'éditer. Je laisse passer encore un peu de temps, mais je vais peut-être l'éditer parce que, encore une fois, c'est une pièce réussie, je trouve, marquante, parce que c'est le début de mon activité de compositeur sous les signes de la poésie. La poésie a toujours accompagné mon activité de compositeur. Je fais un peu comme dans l'histoire de la musique ou de l'humanité, le fait de devoir utiliser sa voix pour des raisons pas uniquement fonctionnelles, mais aussi, disons, artistiques, avoir du plaisir, provoquer des émotions, est pour moi essentiel. Donc, on a un peu parlé avant de faire cet entretien, Francisco, et on a dit donc que pour moi c'est tout à fait naturel de m'adresser à la poésie pour cette raison. Je pense que c'est une ressource tellement proche au naturel de l'homme et de la femme, de devoir s'exprimer et pas de s'exprimer de façon purement fonctionnelle. J'ai faim, j'ai besoin de m'acheter 2 baguettes, et donc j'utilise la voix pour adresser la demande au boulanger, mais aussi d'une façon expressive. Ça c'est la grande richesse de la voix et peut-être la grande ambiguïté de la voix, parce que quand on mélange les deux plans, on peut s'adresser au boulanger d'une façon expressive et lui va nous trouver un peu fous. Mais n'importe quelle phrase adressée par la voix comporte une connotation émotionnelle, qui peut transformer le sens de la proposition. On peut proposer quelque chose avec l'air triste, et donc on devient tout de suite demandeur d'un besoin essentiel. On peut dire une chose triste avec une intonation gaie, alors on est considéré des schizophréniques, ou bien on peut donner une couleur particulière à un contenu sémantique. Et c'est ça qui fait la musique. Donc elle ajoute, moi je dis, sa richesse expressive à la richesse expressive de la poésie. Donc, cette richesse expressive est une beauté, une forme de beauté que le poète est capable, par la maîtrise des mots, de conférer à des phrases qui seraient sinon purement fonctionnelles. D'écrire, demander, conceptualiser, alors qu'en poésie, tout ça s'est transformé par une notion de beauté qui rend les choses comment dire, encore plus riche sémantiquement et encore plus riche au niveau de la sonorité, parce que le poète travaille aussi la sonorité des mots et crée des liaisons entre les mots par le son. Donc tout ça, c'est une sorte de richesse qu'on ajoute à une phrase dont on pourrait s'intéresser seulement de façon sémantique. Mais la poésie, c'est pas uniquement ça, c'est aussi cette façon de zigzaguer entre les mots
et la signification des mots grâce à une utilisation assez particulière du son. Et donc la rime, les assonances, qui devient une structure portante du poème et mettent en valeur des mots, des bouts de mots, des mots qui reviennent, des mots qu'on ne mettrait pas en rapport normalement, mais grâce à la sonorité sont mis en rapport, donc ça crée un court-circuit sémantique et ça crée une sorte d'écoute interrogative du poème. Avec la poésie, on peut avoir un rapport de proximité, d'intimité, lecteur, parce que là il s'agit vraiment de lire et pas de dire un poème, de lire et de le faire résonner dans son esprit. Donc c'est un acte de proximité énorme, poète, lecteur, et là la performance n'existe pas. Donc on a une temporalité qui est très différente parce qu'on peut faire zigzag, le même zigzag que le poète fait en tissant des liens entre les mots par le son. Donc on peut s'arrêter sur un mot, on peut faire marche arrière, on peut voir que tel son est repris par plusieurs mots. Et donc, se poser la question, voilà, la bonne interrogation, pourquoi ces mots qui ont une signification différente sont unis par les sons? Pourquoi le poète a décidé de les mettre en rapport? Qu'est-ce qu'il veut dire? Quel univers des sens on peut créer à partir de cette union de mots ou de demi-mots ou de phrases, parce que un mot devient une sorte de lumière qu'on va mettre sur une phrase et le son qu'on retrouve dans un autre mot a un effet aimant sur l'autre phrase. Les deux phrases vont être en rapport. Donc c'est des organismes du plus petit au plus grand qui peuvent être rapprochés, mis en contact par le son. Donc avec une temporalité qui est bien plus compliquée que la temporalité de la traversée de l'écoute. Moi je trouve que la musique agit de la même façon. La traversée est essentielle et aussi faire ce voyage est une expérience unique. C'est comme toutes les expériences de voyage, du voyage touristique pour certains, à l'escalade, donc monter au sommet d'une montagne pour quelqu'un d'autre, un voyage initiatique. Donc on sort de ce voyage et on n'est plus les mêmes. Et ça, c'est par une action qui est en continu. Une évolution psychologique, des émotions qui se passent, des traces qui restent actives et qui ont des conséquences. Voilà, on accumule une énergie qui nous change. Mais ça ne finit pas là, la pièce de musique continue, donc elle est aussi un gros point d'interrogation, parce qu'elle est évanescente, elle n'a donc même pas le rapport avec un langage qui est un langage qu'on utilise dans la vie courante. La temporalité de la lecture de quelqu'un d'autre, pas du lecteur lui-même, face à sa page de poésie. Donc c'est une temporalité, bon, disons rapide, mais
captivante. Deuxième lecture, c'est la lecture silencieuse du lecteur, tout seul, en intimité avec la poésie. Le poème, et là c'est une lecture qui peut prendre plus de temps, parce qu'on a la liberté de s'arrêter, comme je disais, sur des mots. Et puis la liberté d'aller à contresens, de revenir en arrière, parce qu'on a découvert que tel mot rime avec tel autre qu'on avait lu un peu plus haut. Donc on se pose la question, pourquoi ce rapport entre ces deux mots? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Quelle signification je peux tirer? Et donc c'est aussi... Et de toute façon, le processus d'accumulation avance. Je prends des données, je les mets ensemble, et parfois je suis obligé de faire marche arrière, parce qu'il y a tel mot qui fait écho à tel autre, donc il faut aussi le mettre dans l'ensemble des mots significatifs qui vont construire peut-être le sens général du poème. Et puis il y a tout le travail, même chose que la musique, qu'une pièce de musique, après, parce que moi j'aime bien voyager avec ma tête, une fois lu un poème, m'imaginer si parfois le poète évoque des paysages vrais, réels ou métaphysiques, de m'imaginer dedans. Ça c'est une des forces aussi de la poésie. Et puis le voyage continue parce qu'il y a ce côté un peu ésotérique dans la poésie que j'aime. Donc c'est de la poésie qui nourrit mes actions quotidiennes. C'est donc des temporalités différentes qui appartiennent à la poésie, auxquelles on ajoute les temporalités différentes de la musique qui sont du même ordre, peut-être. Parce que la pièce qu'on écoute, qui nous traverse, l'analyse qu'on pourrait faire pour les gens qui ont la compétence d'une partition, c'est un peu le zigzag qu'on fait dans le texte d'un poème. La remémoration, c'est aussi important, une fois qu'on a écouté. Le rapport entre ce qu'on a analysé et ce qu'on vient d'écouter, ou qu'on écoutera, c'est aussi un voyage mental, donc une autre temporalité. La chose que j'aime vraiment, c'est que le compositeur puisse être la deuxième voix d'une voix qui aurait son autonomie, la voix du poète, la voix d'un poème. Et moi j'aime bien faire le contrepoint, mais c'est pas un contrepoint rajouté. C'est pas un cantus firmus auquel j'ajoute une chanson populaire. Peu importe, c'est pas pour le plaisir de compromettre la beauté d'un organisme qui est autonome. Et la musique est aussi un organisme autonome. Mais c'est parce que, pour moi, cette deuxième voix que je vais ajouter, finalement, elle est déjà contenue dans le poète. Je ne fais que mettre des lumières, par exemple, sur les mots qui riment, de m'arrêter là où il y a un changement il y a un blanc dans la page, donc un quatrain, espace, deuxième quatrain. Et là, c'est un moment où la musique agit dans le sens de l'arrêt, de la suspension, et aussi de faire écho à ce que le poète vient de dire. Donc c'est peut-être l'espace d'un écho purement instrumental, ou de montrer que tel son ou tel fragment sonore qu'on avait écouté tout à l'heure, il est repris là, mais il anticipe la rime qui viendra peut-être avec le premier vers du deuxième quatrain. Ce genre de choses. C'est donc une sorte de temporalité qui s'ajoute, mais une temporalité qui marche bien avec un contrepoint de temporalité. Sachant que la temporalité multiple est déjà dans un poème. C'est très fascinant, tout simplement. Et puis, sachant une chose qui pour moi est très importante. Voilà pourquoi j'aime mettre en musique des poèmes beaux et bien structurés. Parce que si je fais la deuxième voix implicite, si je fais sortir, si je fais émerger cette deuxième voix implicite, c'est parce que le poète, par la structure créée pour son poème,
prévoit certaines sorties possibles. Et puis, le plus que le poème est caractérisé dans sa forme, le plus que ma deuxième voix, qui va être un contrepoint, un canon, avec une temporalité augmentée ou rétrécie, pourrait être reconnue comme appartenante au poème. Donc, très caractéristique, le sujet d'une fugue, très forte la possibilité de pouvoir entendre ce sujet dans ses multiples présentations au cours d'une fugue. Donc ma musique fait un peu la même chose, ne fait que sortir, tirer, faire émerger la deuxième voix ou peut-être la troisième, qui est caractérisée par les informations données par le poète, qui devient musique, mais qui garde donc le rapport comme un contre-sujet ou un fragment ou les conséquences d'un antécédent, ou la même chose reprise en canon des éléments de parole proposés par le poète. La question pour moi n'est pas ajouter de la richesse à de la richesse qui est déjà là, mais tout simplement servir le poème. Et en servant le poème, automatiquement la musique gagne une autre dimension. Mais c'est vrai aussi que pour moi, écouter une pièce de musique vocale signifie avoir lu le poème et avoir d'un côté devant soi ou en mémoire le texte, et puis la version en musique, c'est comme si on avait d'un poème dans une langue étrangère qu'on ne connaît pas, la version originale et la version de la langue qu'on maîtrise. Et pour comprendre le poème, il faut faire tout le temps un va-et-vient entre les deux pages. Et parfois, la version italienne dans mon cas, la version traduite, permet d'exalter certains nœuds conceptuels, pas vraiment tout ce qui appartient au son, parce que bien sûr ça sonne différemment dans une autre langue, mais ça permet d'aborder disons, les arrière-plans de la signification d'une façon plus compréhensible avec la version étrangère. Ta pièce Godspell pour mezzo et 9 instrumentistes, qui a été écrite en 2002. Donc elle arrive après List B, que tu as évoqué tout à l'heure, et après les textes d'Emily Dickinson, qui a été écrit entre 1991 et 1992, c'est-à-dire 10 ans avant. Ou aussi, elle arrive après la très belle suite des poésies françaises, que tu as aussi parlé, donc Garetti, Rilke, Beckett. Mais Godspell, à différence de toutes ces pièces qu'on a parlé, là, le choix du texte est né d'une rencontre. Et une rencontre avec le poète Philippe Lévin. Et on devrait dire plutôt que ce n'était pas les choix d'un texte en particulier, mais dans ces cas-là, c'est les choix d'un poète et de son monde poétique sur une poésie qui n'était pas encore écrite. C'est une rencontre plutôt qu'elle évoque. Alors pourrais-tu nous raconter un tout petit peu comment s'est passée cette rencontre et l'idée, ou plutôt l'envie, de composer une pièce à partir de ces textes, et nous dire aussi si le fait de travailler avec un texte commandé a changé la manière d'envisager la composition de la pièce. J'ai reçu le poème de Lévin le 15 janvier et la pièce devait se faire en avril à Witten. Donc
le processus d'écriture a été rapide et l'attente de ces poèmes était longue parce que Lévin, je l'avais connu en 2000 dans une résidence à Bogliasco en Ligurie. Et donc on a vécu un mois ensemble, on a parlé musique, il m'a fait écouter la musique qu'il aimait, jazz, et pas free jazz. Et j'ai fait écouter mes pièces, il les trouvait incompréhensibles. Mais quelque chose s'est passé parce que j'ai aussi un peu parlé de mes choix poétiques préférés. On a un peu parlé des poètes italiens que j'avais mis en musique. Le fait que je devais tout le temps, je sentais la nécessité de travailler les poèmes sur une temporalité longue, ce qui m'obligeait à choisir des poèmes pas trop longs, pour ne pas écrire des pièces très longues. Et puis la microscopie est une sorte de lecture lente et microscopique était quand même la caractéristique que je préférais, la caractéristique de mon travail de mise en musique. Donc je pense que lui, il a un peu réfléchi sur ça. Et contrairement à ses préférences à lui, il m'a proposé le 15 décembre par fax, adressé à ma compagne de l'époque, 5 poèmes très courts, de 7 lignes, 10 lignes maximum. Et un peu à ma mesure, mais avec ses thématiques à lui, ce qui faisait pour moi, qui me donnait une certaine difficulté parce que mes poèmes étaient soit contemplatifs, les poèmes que je choisissais contemplatifs, un peu métaphysiques, soit énigmatiques. Le cas de Emily Dickinson, par exemple. Et lui, c'est des poèmes qui très, très concentrés, avec une force, une certaine brutalité, et aussi un côté un peu trivial, et puis de l'ironie. Alors, premier cas pour moi d'ironie à mettre en musique, ironie pessimiste. Donc un mélange de choses, même un peu contradictoires, qui allait un peu contre mon idée de microscopie et de filigrane, de pureté à découvrir, de diamant à découvrir dans mon exploration sonore. Il m'a sûrement obligé à me confronter avec ces problématiques et m'ouvrir un peu à une vision un peu plus multiple de l'univers sonore. Le monde poétique de Lévin était à l'époque assez différent du mien. Alors moi je visais plutôt la pureté, l'essentialité, le silence, la microscopie. Pour lui il s'agit de dire, de raconter les choses, de décrire aussi des univers urbains, de tirer un peu la morale, de montrer comment ce monde est en train de s'autodétruire. Et ce qui veut dire que l'apparence de ces poèmes est assez peut être dishomogène. Donc pour moi c'était très important de travailler avec lui sur ces poèmes pour enrichir, voilà la richesse, plutôt une richesse qui est venue après, en affrontant sa poésie, en me confrontant avec sa poésie. Il a fallu écrire d'une façon moins pure, moins microscopique, toucher des territoires que j'avais soigneusement évités,
par exemple, l'idée de musique urbaine, alors que je rêvais toujours des paradis incontaminés, de la beauté comme quelque chose d'idéal et qu'on peut évoquer en musique, mais pas toucher. Et aussi, faire référence à des univers sonores que normalement j'évitais, comme le jazz. Là, il s'agit de faire du jazz et du gospel jazz parce que le texte parle de ça. Levin, il a une expérience musicale plutôt consacrée au jazz. Il m'avait écrit des poèmes. Moi, je voulais lui rendre hommage avec ma poésie, mais en lui faisant plaisir aussi avec un genre musical qu'il aime bien et qui s'intègre tout à fait dans sa vision poétique et que j'ai essayé d'intégrer dans ma vision poétique. There's a land that is fairer than day, and by faith we can see it afar, for the Father waits over the way to prepare us a dwelling place there. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore by and by. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. Le titre de la troisième pièce, du troisième poème, c'est Levin qui a donné les titres, pas moi, c'est Gospel. Gospel, et là, en fait, il ne fait pas des citations de Gospel, ni de passages de la Bible, il n'y a pas de textes sacrés cités. Il le cite plutôt à la fin du cinquième poème, mais il a intitulé Gospel, donc j'ai voulu utiliser cette proposition d'une façon musicale aussi, sachant que, et pour rendre hommage à Levin qui aime le jazz, j'ai pris un gospel jazz, traité jazz, que j'ai retranscrit et que j'ai instrumenté de façon différente, dans le sens de le faire apparaître, disparaître dans le poème qui précède le troisième, et de le faire apparaître peu à peu dans le poème qui suit le troisième. Donc pas dans le poème où j'aurais pu le citer directement, parce qu'il s'appelle Gospel, mais avant et après, et de manière à le faire disparaître complètement dans le troisième, réapparaître après le troisième et le casser brutalement. Donc c'est très simple et c'est disons assez flou, mobile, rapide. C'est une apparition, une disparition. Et c'est jamais cité de façon, disons, manifeste, idéologique. Et en plus de ça, le gospel est à la base de tout le matériel musical. Donc, ça ne sonne pas gospel, il n'y a aucune citation, mais dans la première pièce, dans la troisième, où il est complètement caché, et dans la quatrième et dans la cinquième, il y a aussi le gospel, sauf que je l'utilise de façon un peu structurelle. Je prends des éléments, des fragments, et je dérive des structures musicales plus complexes. Donc c'est un aspect un peu combinatoire, alors que dans le deuxième et dans le quatrième, il apparaît, mais traité, filtré par des choix d'instrumentation assez sophistiqués et des modes de jeu typiques de la musique contemporaine qui permettent de voiler énormément, de distordre énormément. Donc c'est plutôt un fantasme du gospel qui apparaît. Do. Dans le loup soir, c'est sûr, le sol, c'est avec un can, les excuses. Read, on that satin hand, you say I'm happy, short
Tages round the clock. Keep hands short notes, the don't have rings. We could have your hands. Et voilà, donc c'est encore une fois dans le sens d'être indirect dans l'utilisation des moyens musicaux et de suggérer une certaine ambiguïté qui enveloppe un peu tout et qui fait que les choses ne sont jamais dites de façon directe, plate, très ouverte. Il y a toujours une signification et un peu son opposé dedans. Je trouve que ça c'est un peu ça appartient à la nature du langage musical, très mobile. On peut évoquer une chose et le contraire même de la même chose. Dans les deux moments où j'utilise le gospel comme une récitation, il est tout à fait littéral. Donc c'est exactement tous les éléments rythmiques, harmoniques. C'est un morceau le début du gospel qui apparaît dans le deuxième et plutôt la fin dans le quatrième. Mais il est cité littéralement du point de vue morphologique. C'est exactement la même chose, sauf que l'utilisation des timbres permet de le présenter de façon un peu distante. On ne l'écoute pas, il n'est pas solide, c'est très évanescent, mais c'est juste le timbre qui le rend évanescent. Les notes sont là, les rythmes sont là. Peu à peu, je l'approche, comme on aurait pu faire Debussy dans le Nocturne, mais avec d'autres moyens, les techniques, extended techniques qu'on utilise souvent en musique contemporaine. Ça me permet de créer des plans, des distanciations. Donc, et peu à peu de le faire venir, disons, à l'oreille, très proche à l'oreille de l'auditeur, au premier plan. Et donc, quand il se présente au premier plan, on n'a plus l'utilisation des techniques, des modes de jeu, et aussi on n'a plus d'utilisation un peu pointilliste. Donc, c'est des lignes instrumentales, alors qu'avant c'était plutôt des points, et avant les points c'était plutôt des modes de jeu bruités qui vont se superposer peu à peu aux notes et prendre de la place. Donc, on finit par une vraie citation. Donc on est dans le quatrième poème du gospel joué par le piano. Joué par le piano comme dans un café ou à l'église, si on peut. Voilà, et qu'on casse. Donc le moment où le gospel prend vraiment forme, et on le reconnaît tout à fait, et il n'y a pas de distorsion, il n'y a pas de transformation. Donc c'est une vraie citation qui arrive, paf, le moment où elle arrive, on la coupe. Le cinquième poème, c'est une sorte de morale. Après avoir fait comprendre que la terre promesse est une sorte d'enfer, finalement, à cause de l'homme, et avoir décrit des paysages de désolation, c'est le troisième poème qui parle d'une terre brûlée dans laquelle plus rien peut pousser, il n'y a que des parasites, des animaux qui détruisent le peu qui reste de la végétation, la vigne qui produit plus de vin et tout ça. Il y a une sorte de morale dans un paysage, cette fois-ci urbain, c'est à Brooklyn. Un réveil le matin, voilà, c'est tout à fait descriptif, mais ironique, ce que Lévin fait. Et dans ce contexte, il y a une citation de l'Évangile qui est présentée de façon littérale, quelques lignes seulement, que je n'accompagne pas musicalement avec une citation musicale, que j'aurais pu faire par exemple du gospel, encore une fois. J'aurais pu ne pas présenter le gospel dans la deuxième pièce parce qu'il apparaît, il soutient un texte qui n'a rien à voir avec le gospel. Mais je ne le fais pas, ça aurait été trop, disons, conventionnel. Et en plus, il y a déjà le nécessaire fait par Lévin
Alors moi, je me contente plutôt de rendre sonore certains éléments descriptifs que Lévin énonce dans son poème. Donc un bruit de marteau-piqueur, une colombe qui picore, une balayeuse dans la rue qui fait du ménage urbain, et une télé qui, très étrangement, mais encore une fois de façon ironique, annonce cette phrase de l'Évangile, cette citation de l'Évangile. C'est surprenant parce que, bon, quelqu'un peut reconnaître la citation, mais il ne peut pas s'attendre que la dernière phrase du poème soit « Said the TV ». C'est vraiment une conclusion immédiate, abrupte, une sorte de déception et de prise de conscience. Ah bien, ce mot qu'on aurait pu interpréter d'une façon positive est raconté par la télé. La bonne nouvelle, Gospel, est racontée de façon tout à fait, gâchée, négligée par la télé. Souvent à la télé, on entend des choses qui sont privées du sens profond. Il faut être superficiel, il faut dire les choses rapidement. Et c'est ce qui se passe pour conclure ce cycle. Et donc la dernière onomatopée sonore, pour moi, ayant décidé que j'aurais accompagné ce poème plutôt par des actions descriptives en musique, est le bruit d'un appareil télé qu'on éteint, une sorte de schluck final. Et en plus, je demandais lors de la création de faire immédiatement la lumière dans la salle, d'avoir une lumière plutôt sombre pendant l'écoute de la pièce. Et puis, au moment où on éteint la télé, on allume la lumière. Une sorte de morale non dite, non explicitée par les compositeurs. Des doubles morales, une dite par les poètes et l'autre à peine suggérée par les compositeurs. That comes the darkness. First light. La forme doit nous conduire quelque part, doit créer des situations différentes pour chaque poème. Les 5 pièces donc, doivent avoir une forme. Chaque pièce doit avoir une forme propre à elle, et puis créer un parcours pour avoir justement cet effet de, à la fois destruction, sensation de général, sentiment général, d'avoir fait un voyage vers la désolation, une morale finale et une sorte de surprise qui est ce changement de registre expressif de la, disons, pureté, parfois compromise par l'apparition du gospel jazz, à la prise de conscience qu'on obtient une fois avoir fait ce saut énorme de la pureté à la trivialité des choses. C'est juste en tombant par terre qu'on découvre qu'on n'a pas pu voler haut comme on aurait voulu, comme on imaginait, comme on croyait. Donc c'est au contact de la misère humaine qu'on découvre, qu'on fait cette prise de conscience. C'est un peu ce que j'ai voulu créer. Donc c'est une forme qui est conçue de manière à pouvoir traverser les 5 moments différents, très différents, parce que j'ai voulu que pour chaque pièce il y avait un registre expressif spécifique. Et voilà, cette trajectoire qui va très haut, très haut, très haut, pour tomber rapidement à la fin.
Et l'autre chose que je pourrais dire, c'est que les modes de jeu, parce que je parlais souvent de modes de jeu, Extended Techniques, travail sur les timbres, tout ça, c'est jamais fait de façon gratuite, décorative, superficielle, indifférente au texte, mais c'est en fonction expressive. Donc si je fais des onomatopées à la fin, comme je dis tout à l'heure, ce n'est pas parce que je n'ai pas d'idée et le poète suggère, met l'image d'une colombe, alors moi je fais la colombe. Ça aurait été... Là c'est très direct, pour une fois c'est très direct, mais je le fais de façon formelle. Alors par rapport à tout ce qui s'est passé, j'ai besoin de faire la colombe, pic-pic, le marteau-piqueur, mais vraiment ça, hein, c'est des gestes sonores qui ne font que reproduire, qu'imiter de façon la plus littérale possible les bruits urbains d'un réveil à Brooklyn. Donc les cordes écrasées, par exemple. Les cordes écrasées qui font la balayeuse. Donc ce n'est pas des modes de jeu musique contemporaine pour faire contemporain. Mais c'est par rapport à un texte et c'est par rapport au besoin d'écrire une scène, de soutenir une scène, de suggérer une scène dans laquelle il faut être justement triviaux, avoir un registre très bas et faire plutôt du théâtre que de la musique. Alors que pour le gospel jazz, j'adopte des techniques de présentation assez sophistiquées. Alors là, je fais vraiment de la pureté par rapport à quelque chose qui a en soi, qu'on dirait, bon, c'est pas de la musique savante, donc on serait plus cohérent de le présenter de façon telle qu'elle, avec une instrumentation de jazz. Non, ça vient peu à peu, et quand c'est de l'instrumentation au sens propre, on le casse. Les modes de jeu sont utilisés de façon expressive parce qu'ils doivent cacher, voiler et créer cette sensation d'appropriation peu à peu. Et quand on s'en approprie vraiment, l'objet disparaît. Voilà pourquoi j'ai eu besoin d'utiliser des modes de jeu particuliers. Sinon, c'est vraiment pas nécessaire. C'est vraiment pas nécessaire. Alors je travaille plus les paramètres harmoniques, rythmiques, et même un certain côté mélodique, une certaine dimension mélodique qui est présente par exemple dans la première pièce. Encore une fois, pourquoi? Parce qu'on commence à raconter une histoire. On a besoin de proposer des mots intelligibles et donc de donner l'impression que les choses sont dites d'une façon normale, de façon agréable pour les auditeurs. On commence un voyage, un voyage qui pourrait bien évoluer dans le temps, alors que finalement c'est pas ça qui se passe, c'est plutôt un voyage vers l'enfer final, et dans lequel il y a encore un passage essentiel qui a un peu à voir avec mes histoires de rites d'initiation qui caractérisent la plupart de mes pièces. Donc c'est le fameux, c'est ce passage que tu as évoqué avec le canon à 3 voix, fait par une seule voix. Donc on revient encore à l'idée d'une voix démultipliée, d'une voix qui est plusieurs voix, qui est aussi un truc qui m'obsessionne un peu dans ma musique. Pour moi, la musique monodique est aussi polyphonique. Et souvent la musique polyphonique qu'on essaie de concevoir aujourd'hui, en musique contemporaine, a un effet de saturation qui finit par plutôt nous proposer un bloc, donc quelque chose d'assez monodique par rapport à la complexité de l'écriture qu'on n'arrive pas à percevoir. Alors, plutôt cette idée plutôt de polyphonie implicite, pour moi, c'est beaucoup plus riche, voilà, qu'une complexité apparente qui finit par ne pas être compréhensible.
Donc, c'est à voir aussi avec ce problème de l'intelligibilité du texte chanté. Ça, c'est un vrai chapitre dont on pourra un peu parler. Mais donc là, je suis volontairement pas compréhensible dans ma façon de traiter le texte. Et c'est tout simple. Les 3 temporalités, parce qu'il ne s'agit que de ça, créent une déconstruction progressive du texte, à l'image de ce que le poète est en train de dire, d'écrire un paysage de désolation, où la croissance est dégénérative dans le sens qu'on génère des structures négatives qui finissent par engloutir la vie même. La vie progresse, mais détruit la vie des autres. Et peu à peu, il y a une sorte de désert qui est en train de se former, et pas de paysage riche de toutes les espèces animales et végétales. Donc, pour créer cette idée de, si on veut, du point de vue musical, contrapoint qui finit par saturer complètement l'espace sonore, j'ai utilisé cette technique qui consiste à dire le texte du poème avec 3 temporalités différentes. La temporalité, une temporalité normale, dans laquelle le débit de la voix est presque comme, de la voix chantée est presque comme la voix parlée, donc c'est les syllabes, pardon, c'est les mots. Puis il y a les syllabes, donc il faut imaginer le chanteur en train de séparer les syllabes, et puis les phonèmes. Donc c'est encore plus lent. Donc on commence ce bout du poème avec la première syllabe qui contient aussi, le premier mot qui contient aussi la première syllabe, qui contient aussi le premier phonème, et peu à peu, les syllabes vont rester un peu derrière et les phonèmes encore plus derrière. Donc on finit par ne plus avoir des mots, avoir encore quelques syllabes et surtout beaucoup de phonèmes qui appartiennent encore au premier mot de la phrase, des lignes du poème que j'utilise. Et ça fait donc une croissance qui finit par détruire peu à peu l'intelligibilité du texte, et pour produire cet effet de désert, éther désolé. Mais donc je travaille sur l'intelligibilité du texte et je fais une sorte de processus de l'intelligibilité à la non-intelligibilité. Donc encore une fois, j'entends l'intelligibilité pas comme un besoin. Il faut toujours que le texte soit compréhensible, que ce rapport entre le mot du poète, le mot chanté, le mot mis en musique soit évident. Pour moi, même dans la musique classique, le grand répertoire classique, l'opéra, le lied, la mélodie, le problème de l'intelligibilité du texte a été toujours travaillé d'une façon avec une idée un peu distorsive de la mise en musique. Mettre en musique, ça ne veut pas dire uniquement donner de l'ampleur et rajouter du sentiment, et aussi amplifier les valeurs sonores d'un mot pour le rendre encore plus compréhensible, encore plus intelligible, pour l'amplifier. On amplifie le son d'un mot, et donc on amplifie aussi le sens. Non, c'est parfois une sorte de mise à mal, parce qu'on rajoute des connotations voulues par le compositeur, qui ont à voir avec l'interprétation du texte. Donc si on doit exprimer la douleur, par exemple, on utilisait des dissonances, on retardait une voix pour produire une dissonance. Donc c'est la musique des affetti. Et je pense que ces techniques, aujourd'hui, sont encore valables
il suffit de les faire évoluer, de les entendre au sens un peu plus large. Voilà pourquoi je pense que l'intelligibilité, c'est une affaire très compliquée et qui nécessite ce ping-pong. Même pour une pièce, un lead, une mélodie, un passage d'opéra, ce ping-pong est nécessaire parce que la voix, même quand elle est tout à fait compréhensible, elle est quand même mise à mal par une volonté interprétative, expressive, que le compositeur ajoute inévitablement à la neutralité impossible du récit. Seul, sans guider, avant, les sans guider, pas le vent, seul, sans guider, départ. Vent, seul, laissant guider, pas le vent, seul, laissant guider, pas le vent, seul, laissant guider. Par le vent, seul, laissant guider, par le vent. Qui porte devant, qui porte devant, qui porte devant. Prenons comme si prenons comme simple et prenons comme simple et prenons comme simple et prenons comme simple. La fin de l'impossible, la fin. Et puis, qu'est-ce que c'est la compréhensibilité? Nous vivons dans une époque dans laquelle il faut vite se faire comprendre, dire les choses rapidement et ne pas trop avoir de signification complexe, et de travailler sur une signification ultérieure, plus profonde, alors que je pense que la musique travaille exactement le contraire. Elle vise à une profondeur, elle rajoute à une dimension qui est déjà riche, celle que le poète apporte à un poème, au mot quand il est dans un poème, donc c'est un univers assez complexe, une profondeur encore plus riche. On avait parlé de richesse. C'est dans le sens d'une profondeur de plusieurs couches qu'on rajoute. Donc il y a peut-être une intelligibilité qui est immédiate, mais qui empêche de faire ce travail en profondeur, alors que pour moi, l'indirect dont j'ai déjà parlé va exactement dans ce sens. C'est moins direct, c'est peut-être moins compréhensible, mais ça nécessite d'un travail qui finit par rendre tel moment, donc associé à un mot, telle situation musicale associée à un mot, beaucoup plus riche. Et l'écoute, on l'a toujours dit, donc s'arrête pas au moment de la fin d'une pièce. C'est là où le travail en profondeur commence à s'organiser. D'où l'importance, je pourrais dire, d'être un peu inintelligible, un peu mystérieux, un peu ambigu, pas tout à fait clair. Mais voilà, donc les caractéristiques principales de la musique, c'est pas pour être malhonnête, mais c'est pour pouvoir préserver une richesse qu'on ne peut pas dire d'une façon logique. Déjà, si on disait par des mots, ce serait aussi complexe. Donc cette richesse qui a à voir avec l'inexprimable, il faut la dire d'une façon directe et dans plusieurs directions. C'est exactement ce qui fait la musique. Mon auditeur idéal devrait connaître les textes par cœur et donc s'y retrouver dans la lecture que le compositeur propose, comme s'il était en train de lire, de reparcourir un poème qu'il connaît déjà et donc de s'attendre certaines choses par rapport au jeu de sonorité, de dire, voyons comment ce poète traite la rime que je sais apparaître un peu plus tard, voyons ce qu'il va faire ce compositeur. Il ne faut pas oublier que quand on parle, c'est pour obtenir, pour arriver à un résultat, on communique, parce qu'en échange, on reçoit d'autres mots ou la réalisation d'une action.
Et la musique ne vise pas à ça, non, on vise plutôt à la suspension. On est dans l'exploration d'un territoire donc, qui est très riche, très profond et qui mène nulle part, mais qui nous mène, mais qui nous fait voyager dans toutes les directions possibles. Donc il n'y a aucune fonctionnalité possible, sauf un besoin que les êtres humains ont de sortir de ce monde enfermé, conventionnel. Et donc c'est une sorte de drogue très puissante, en tout cas pour moi, pour faire ce genre de voyage, mais qui n'est absolument pas fonctionnel. Oui, en tout cas, moi, j'essaie de concevoir la musique en tant qu'un acte de pensée et de parole même. Parce que si j'utilise les textes, si je suis intéressé à travailler le texte d'une façon responsable, disons, et je me sers de beaucoup de textes, et ma musique est surtout vocale, c'est parce que je voudrais que la musique parle, dise quelque chose. Et je sais bien qu'elle ne peut rien dire, mais je voudrais bien faire comprendre que cette profondeur que les paroles contiennent, elle peut être mieux suggérée par la musique que par les mots. Mais même les mots disent cette complexité, à condition qu'on ne les utilise pas de façon fonctionnelle. Donc pour la musique, c'est clair que ce n'est pas fonctionnel. Sauf les gens qui pensent que la musique, c'est du pur amusement. Alors c'est fonctionnel, oui, à la détention, au relax, et à passer un bon moment avec les amis. Mais ce n'est pas le genre de musique que je fais et que j'aime faire. Donc quand on dit la musique d'art, la musique savante, c'est ça la grosse distinction. La musique d'art et savante peut viser aussi à des moments de détente et une sorte d'utilisation secondaire de la musique. Mais elle vise surtout, et c'est la grosse différence qu'il faut maintenir, à cette volonté de dire, d'exprimer ce qu'on ne peut pas dire par d'autres moyens. Et c'est, comme j'ai dit, la force et une puissance à exploiter. Il ne faut pas renoncer à ça. Et quand on reproche aujourd'hui à la musique contemporaine d'être froide, d'être pas communicative, de trop viser, d'être intellectuel, moi je trouve que c'est complètement faux. Alors vous avez besoin de musique pour vous détendre, servez-vous d'autres musiques parce qu'il y en a plein et c'est très beau, c'est très bien fait. C'est un plaisir aussi pour moi. Mais concevez aussi la musique comme une sorte de roman qu'on a besoin de lire dans le silence, une sorte de poème qu'on a besoin de méditer, reméditer, relire. Parce que ça, c'est aussi un grand espace de liberté. Et on ne peut pas renoncer à ça. On ne peut pas renoncer au silence, par exemple. Et on ne peut pas renoncer non plus au plaisir le plus immédiat et le plus superficiel, mais aussi une sorte de plaisir profond qui nous fait voyager beaucoup et qui est l'équivalent, ça, je suis peut-être un peu banal en disant ça, mais qui est l'équivalent d'une drogue. Parce que les drogues peuvent avoir des effets physiques conséquents et permettre un voyage, un super voyage. L'avantage de la musique, c'est que le super voyage est garanti sans des effets secondaires qui finissent par détruire le voyageur. Voilà, donc c'est un espace de liberté. Et aujourd'hui, on renonce à la musique contemporaine et on vise les drogues parce qu'on sent que le monde est trop contraignant, on est abîmé, c'est l'existence terrestre est minable. Elle a des aspects un peu minables. Et donc, il faut sortir de ce monde. Drogue, par exemple. Mais c'est un espace de liberté que certains individus revendiquent. Alors moi, je revendique la liberté, l'espace de liberté de la musique contemporaine, de la musique d'aujourd'hui, de la musique savante, parce que c'est vraiment une drogue. Et donc, la possibilité de faire ce voyage est encore énorme, mais il faut quand même que socialement, elle soit garantie, parce que
parfois, on crée un système protégé pour les gens qui utilisent la drogue, parce que socialement, on assume ce problème. Mais je crois que pour ce qui est de l'art, on ne conçoit pas la même liberté et socialement, on la protège, on la préserve moins bien. Moins, en tout cas, de façon quantitative, et aussi qualitativement moins bien. L'importance de ça, je pense qu'elle est secondaire par rapport à l'impact social qu'il pourrait avoir le problème de la drogue. Mais moi, je vis ce problème de la même façon. M'en priver de musique, ce serait la mort. Et je ne pourrais pas remplacer la musique par une drogue, ça c'est sûr. Everyone sits at a big table in the dark. The empty face moon, the silverware stars, the lightning scrub their hands. I'm home at the front door. The windows are beating, so close.